Je vais commencer par présenter la structure innovation et après, j'ai 2-3 slides qui ne sont pas très longs pour introduire justement Moodle Workplace dans le contexte des attentes des formateurs et experts ressources humaines. Et ensuite, j'intégrerai directement la plateforme. On en parlera au tout début, mais en gros, on peut faire beaucoup de choses avec cette plateforme. J'ai restreint en fait les actions en tout cas la démonstration pour me focaliser que sur la partie certification, mais j'essaierai à chaque fois que je présente les fonctionnalités de vous montrer ce qu'il est possible de faire à côté. Alors, concernant la structure innovation. Alors, Innovation Solutions, c'est une structure qui existe depuis les années 2000, qui est composée de 55 collaborateurs répartis sur 4 pays, la France, l'Irlande, la Pologne et les États-Unis. Bonjour encore une fois aux États-Unis. Et donc, on a un chiffre d'affaires de 4 millions d'euros. Et alors, un point assez intéressant, c'est qu'on récupère une quote-part de chiffre d'affaires pour forme de recherche et développement, ce qui nous permet en fait d'être force de proposition sur la construction de logiciels connexes au LMS ou au LXP ou à d'autres plateformes, comme par exemple les portfolios, etc. Au niveau d'ailleurs des solutions que l'on propose, donc on est Moodle Partner Premium et on est Totara Platinum Partner. Et donc on propose en fait pratiquement quatre produits. Moodle, que vous connaissez certainement, qui est le logiciel open source le plus utilisé dans le monde, qui permet le LMS le plus utilisé dans le monde, qui est souvent utilisé effectivement par le monde universitaire, mais de plus en plus par des entreprises. Moodle Workplace, qui nous intéresse aujourd'hui, que je vais vous présenter, qui est en fait le Moodle pour entreprise. Donc, c'est du Moodle avec énormément de fonctionnalités supplémentaires qui lui permet d'être beaucoup plus ergonomique et pratique à utiliser, avec énormément d'automatisation possible en termes d'embarquement des utilisateurs sur les différents parcours. Totara, qui est en fait une sorte de fork de Moodle, mais dans lequel on a rajouté depuis énormément de fonctionnalités plutôt orientées ressources humaines et learning experience, avec un côté en fait collaborative learning où les utilisateurs vont être potentiellement capables de produire du contenu pédagogique et de le mettre à disposition de d'autres collaborateurs, et avec tout un volet aussi gestion de la performance, avec la montée en compétences, la validation des compétences, etc. On a donc là, sur la partie recherche et développement, on a notamment créé un produit qui s'appelle Aura Talent, qui permet de gérer les talents de l'entreprise et tous les plans de carrière. Donc, on peut comme ça, à partir d'un poste, déterminer des compétences qui sont liées à ce poste et permettre d'avoir une visibilité de la progression potentielle d'un collaborateur sur un poste ou sur d'autres postes à venir, et de préparer comme ça l'avenir et la montée en puissance de ses collaborateurs. Au niveau des services que l'on propose associés du coup à ces produits, alors nous, on couvre vraiment tout ce qui touche de près ou de loin, de près à l'e-learning, avec toute la partie conseil audit avant déploiement de plateforme, ou même sur le choix stratégique de la plateforme. On fait de la formation sur les outils que l'on propose. Donc, il y a un transfert de compétences qui permet aux clients d'être autonomes dans la gestion, s'ils le souhaitent, parce qu'on peut très bien, à côté de ça, on a un département d'ingénierie pédagogique qui nous permet en fait d'être force de proposition sur la conception de contenu pédagogique. On est également à la base une 2S2I, ce qui nous permet d'avoir tout un pôle de développeurs qui nous permet de concevoir des plugins, des choses qui vont se greffer en fait aux différentes solutions qu'on propose, qui apportent du coup des fonctionnalités supplémentaires, et tout système d'intégration qu'on pourrait avoir avec les SIRH, logiciels de paye, les annuaires LDAP d'entreprise, qui permettent de synchroniser les utilisateurs et les différentes informations qui sont dans vos logiciels, dans les solutions que l'on héberge. Alors effectivement, d'ailleurs, on propose un hébergement, et on est amené à héberger sur différents serveurs, serveurs en Union européenne, je vais y arriver, ou aux États-Unis, ou sur du mutualisé ou du dédié, selon en fait le projet en place. Je vous l'ai dit, on a un studio de création, ce qui fait qu'on peut vraiment en fait produire du contenu pédagogique sur mesure, basé d'ailleurs sur les
les solutions qu'on propose, en utilisant les outils qui sont intégrés dans les solutions qu'on propose, ou en utilisant des outils externes, souvent propriétaires, qui permettent de faire iSpring, Articulate, Captivate, etc., etc. On a un département support fonctionnel et technique, qui fait également de l'accompagnement. C'est-à-dire qu'on peut très bien, en fait, une fois que le projet est lancé, rester en contact régulier pour vous informer, chose qu'on essaie de faire par le biais du webinaire, mais vous informer également des solutions, des nouvelles solutions, nouvelles fonctionnalités, nouveaux plugins qui existent sur les différentes solutions qu'on propose pour répondre, encore une fois, essayer d'être proactif sur votre projet et faire en sorte que les solutions, les éléments qu'on peut proposer soient en correspondance parfaite avec vos besoins. Alors, sur le déroulement de ce webinaire, ça va être 35 minutes de présentation, en gros, et après 10 minutes de questions-réponses. Alors, encore une fois, on aura peut-être on fera une petite pause avant que je rentre dans la partie présentation de l'outil pour répondre aux questions s'il y en avait. Et en fin de session, on fera vraiment ce jeu de questions-réponses, encore une fois, s'il y a des questions. Si j'ai été très clair, il n'y en aura peut-être pas. Et donc, je vais commencer maintenant. Alors, le premier élément important à connaître, c'est une étude qui a été menée par Donald Taylor, qui est sortie en février de cette année, qui met un peu en avant toutes les priorités qui ont été définies par les formateurs ou les responsables de ressources humaines. Et en fait, j'ai juste mis les 4 premiers. Hein. Il y en a bien sûr beaucoup plus. Mais les 4 premiers sont déjà intéressants à analyser. Le premier notamment, hein, qui met en avant la nécessité d'avoir des outils qui permettent de faire monter en compétences ou se reformer, se changer complètement de voie les utilisateurs que l'on gère. Alors, ce qui est marrant, c'est que on s'attendait sur une étude sur la partie e-learning, qu'évidemment ce soit un peu sous-jacent, mais pas mis en avant comme ça. Mais donc là, il y a vraiment cette nécessité de se reformer, de changer de formation, de monter en compétences, quelque chose qui n'était pas forcément évident. Donc là, c'est ce qui rentre en ligne de compte là-dedans, c'est la normalisation du télétravail et le fait qu'en fait maintenant, on n'a plus qu'à maîtriser notre métier, il faut maîtriser aussi d'autres outils à côté qui permettent notamment de travailler à distance ou autre. Donc il y a cette nécessité comme ça de se reformer ou de se reconvertir en fonction des métiers qui disparaissent par rapport à l'évolution dans le temps des différents métiers et des technologies. Donc ça, c'est le premier, cette nécessité de se reformer et de se reconvertir. Le deuxième, c'est le collaborative learning. Donc là, c'est tout l'aspect collaboratif qui va permettre à des utilisateurs non pas de travailler chacun de son côté, mais de faire partie d'une équipe et d'avancer comme ça. Alors, la plateforme Moodle Workplace permet à un certain niveau justement ce côté collaborative learning. C'est pas ce qui fait de mieux. On peut greffer des outils supplémentaires pour le faire, mais c'est vrai qu'il y a tout ça, ce côté apprentissage social qui prend de l'ampleur. Les 2 éléments, par contre, qui rentrent complètement dans la partie Moodle Workplace, c'est le Learning Analytics. Il y a toujours cette volonté, que ce soit d'ailleurs pour les formateurs comme pour les ressources humaines, d'être en mesure de savoir qui fait quoi, où en sont les collaborateurs en termes de progression par rapport à une formation certifiante, par exemple, hein, une formation qui nécessite d'être effectuée pour exercer le métier. Donc, il y a toujours cette volonté comme ça de pouvoir analyser ce qui se fait sur la plateforme en vue de savoir la progression et en vue également d'améliorer le parcours pédagogique tel qu'il a été conçu pour corriger ce qui ne va pas. Alors, le dernier point, l'adaptive learning, qui correspond en fait à cette nécessité, quand on embarque les utilisateurs, de communiquer, d'avoir un vocabulaire, un enchaînement qui correspond exactement à ce qu'on connaît de l'utilisateur. Alors, cet élément-là repose sur la connaissance des utilisateurs qui sont embarqués sur la plateforme et en fonction de ça, ouvrir, fermer, proposer des parcours pédagogiques qui sont spécifiques. Et même à l'intérieur du contenu pédagogique, être en mesure derrière, en fonction de ce qu'on connaît, encore une fois, de l'utilisateur, d'ouvrir des portes et d'en fermer certaines en fonction de ce qu'on connaît, par exemple, en termes de niveau ou autre. Donc, il y a ces 4 éléments-là qui rentrent vraiment, qui
qui matchent parfaitement avec les fonctionnalités qui vont être, que propose Moodle Workplace. Alors, ces fonctionnalités, on va en parler juste après avec un petit slide. Je ne sais pas si vous connaissez Moodle. Moodle, en fait, qui est vraiment le LMS open source le plus utilisé dans le monde, est reconnu principalement par les éléments pédagogiques qu'il met à disposition, les outils pédagogiques de construction de cours qu'il met à disposition. Donc là, c'est une des forces de Moodle Workplace, et justement, ça repose là-dessus. C'est-à-dire que d'un point de vue pédagogique, on a déjà cet embarquement de tous les outils qui vont vous permettre de construire des parcours interactifs, dynamiques, etc. Alors, on ne rentrera pas dans le détail sur la démo que je vais faire. En tout cas, je montrerai rapidement à quoi correspond, quels sont les outils qui existent dans Moodle Workplace, mais ce n'est pas l'objectif. L'objectif, ce n'est pas de montrer comment on conçoit, comment on peut concevoir un cours, un parcours dans Moodle Workplace. Plutôt, en fait, l'enchaînement qui peut se passer. Mais sachez qu'il y a vraiment, en fait, un certain nombre d'outils et beaucoup d'outils qui vous permettront de concevoir du contenu pédagogique. Alors, les fonctionnalités importantes qui permettent justement de se différencier Moodle Workplace des autres LMS. Alors, le premier, c'est le multi-entité. Cette possibilité qu'offre Moodle Workplace de compartimenter à la fois l'offre de formation et les utilisateurs. Ce qui fait que là, il y a une personne a priori qui est aux États-Unis, peut-être que vous avez des filiales dans d'autres pays, vous pourriez potentiellement créer autant d'entités que vous avez de filiales dans les pays, ou autant d'entités que vous avez de services, ou autant d'entités que vous avez de clients, avec notamment permettre de créer une entité sur vous en interne pour vos collaborateurs et créer une autre entité qui va rayonner au niveau plutôt de vos clients. L'avantage, c'est que derrière, vous allez pouvoir compartimenter ces utilisateurs, bien évidemment, mais nommer des utilisateurs qui vont être administrateurs de ces entités. C'est d'ailleurs avec ce rôle-là que je vais me connecter une fois que je vais vous montrer ce logiciel. Je vais me connecter en tant que responsable d'une entité avec des actions qui sont d'ailleurs bien particulières. Et pour vous montrer vraiment que là, on a la possibilité pour chaque entité de créer vraiment ce qu'on veut. Alors, c'est d'ailleurs ce qui suit après, c'est en gros, une fois qu'on a créé l'entité, donc on a compartimenté les utilisateurs, on a la possibilité derrière, tout ce qui suit derrière est propre à l'entité. Alors, la première chose qui va suivre, c'est l'organisation. Avec Moodle Workplace, on va pouvoir derrière gérer la structure organisationnelle et la structure de position des postes occupés dans l'entité. Et tout ça, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça ne se fait pas forcément manuellement. Ça peut très bien se faire directement en liaison avec un logiciel qui stocke ces informations-là. Donc, on peut, de manière journalière et automatique, récupérer toute la structure hiérarchique de l'entreprise et la déposer sur la plateforme. Et ensuite, encore une fois, par une tâche planifiée, récupérer les différents utilisateurs et les embarquer et les taguer comme étant dans certains postes qui appartiennent à certaines organisations ou à certaines positions. Donc, on va pouvoir comme ça, de manière automatique, qualifier les utilisateurs qui sont embarqués sur la plateforme de manière assez précise et hiérarchiquement également. On va pouvoir nommer derrière des responsables qui vont avoir des visibilités. C'est l'utilisateur avec lequel je vais me connecter et sera à la fois donc responsable de l'entité et également responsable d'un certain nombre de personnes au sein de cette entité. On est à la notion d'équipe, en fait, avec une vue rapide d'où on est, des actions qui ont été effectuées par mon équipe et des petites alertes qui permettent de m'assurer que, en tout cas d'être vigilant sur pourquoi pas certains retards dans la formation de mes collaborateurs. Donc, on compartimente les utilisateurs, on différencie graphiquement, même d'ailleurs, on va le voir, les différentes entités. On a la possibilité derrière, par entité, de qualifier les utilisateurs de manière précise. Si ça ne suffit pas, on peut rajouter des champs de profil. Donc, encore une fois, améliorer, ajouter des éléments qui vont qualifier de manière plus précise l'utilisateur. Et ensuite, ces utilisateurs, on va pouvoir effectuer des actions en masse en utilisant ce qu'on appelle les règles dynamiques. Alors, les règles dynamiques, vous allez le voir, parce qu'on va construire en fait une certification là, directement après quand je vais rentrer sur la plateforme. C'est vraiment quelque chose de très simple. On a des conditions, on peut en fait additionner un certain nombre de conditions qui, une fois qu'elles sont remplies, vont générer des actions.
Et ces actions, elles peuvent être diverses et variées. Ça peut être je notifie l'utilisateur et son manager en disant bonjour, voilà, on vient de te créer un compte. Je peux inscrire les utilisateurs qui viennent d'être créés à un ensemble de parcours par rapport à ce que je sais d'eux. Donc, les règles dynamiques reposent sur ce qu'on connaît de l'utilisateur, et on peut derrière faire de la recertification, faire de la mise en place de certification dans le sens où obtention du papier, l'attestation de fin de formation, d'une récompense de type sous forme de badge, de compétences, etc., etc. Moodle embarque un certain nombre de parcours pédagogiques. Alors Moodle Workplace embarque un certain nombre de formations qui sont un peu différents que ce que vous pouvez connaître si vous connaissez Moodle, dans la mesure où dans Moodle, on n'a que le cours, et on verra à quoi ressemble un cours. Dans Moodle Workplace, on a la possibilité d'avoir le programme et le programme certifiant. Le programme étant un enchaînement de cours, le programme certifiant étant un programme, mais qui va avoir une récurrence dans le temps pour l'utilisateur. Ça a cette nécessité à chaque fois de se reformer sur ce programme pour attester d'une certaine compétence qui lui permettra d'exercer un métier. Alors, se greffe à côté, en parallèle, de manière transversale, un certain nombre de fonctionnalités qui permettent de mettre en place du blended learning, comme par exemple les réservations présentielles, qui permettent de gérer des sessions avec tout un système de notification, de mise sous solide date, sessions en réservation présentielle qui peuvent être l'inscription à un webinaire ou l'inscription à une session présentielle sous forme de classe virtuelle. Donc, voilà, plein de petites fonctionnalités comme ça, et notamment la possibilité de mettre en place un système d'attestation de fin de formation dynamique, autogénéré, permettront à l'utilisateur de l'obtenir par mail. Voilà en gros toutes les fonctionnalités. On va rentrer dans le détail. Vous allez comprendre en fait, peut-être précisément comment interagissent ces différentes fonctionnalités. Alors oui, je n'ai pas parlé du dernier, mais on a effectivement la possibilité d'avoir un rapport personnalisé. On peut générer des rapports qui vont permettre justement, le learning analytics dont j'ai parlé juste avant, celui qui était en troisième position, d'avoir une vue assez globale de ce qui est actuellement en place pour mes collaborateurs. S'il y a du retard, j'ai une mise en avant des personnes des collaborateurs qui sont en retard, et je peux comme ça les notifier, interagir avec eux de manière assez précise. Je peux pouvoir exporter ces différents rapports et exporter de différents formats ou les planifier de Workplace. Alors, un petit cas pratique, en fait, avec notamment la notion de certification dans Workplace, de programme certifiant. Alors, peut-être que ça ne correspond pas à ce qui est fait au sein de votre structure, mais il y a pas mal de structures, en tout cas en France, enfin, en tout cas de postes en France, qui nécessitent, pour exercer le métier, d'attester d'une certaine compétence. Là, c'est exactement à ça que ça sert dans Moodle Workplace. On a tout simplement un enchaînement d'actions qui fait que l'utilisateur va à la fin être certifié, et qu'à date anniversaire, en fonction de ce qu'on a rempli, cette personne va directement être réembarquée sur une recertification qui d'ailleurs pourrait être différente que le chemin de certification initiale, et se reformer et réattester en fait d'une certaine compétence. Donc là, j'ai pris l'exemple que je vais essayer de reformuler en direct avec vous en utilisant un responsable de formation qui gère Mathilde. Donc là, c'est en gros Mathilde, elle est nouvelle dans l'entreprise, et elle est responsable du support client, mais d'un point de vue technique. Pas responsable d'ailleurs, elle s'occupe du support client d'un point de vue technique, et en fait, elle doit, pour exercer ce métier-là dans l'entreprise auquel elle appartient, donc dans l'entité auquel elle est rattachée, elle doit maîtriser un certain nombre d'outils. L'outil de ticketing qui permet de récupérer les demandes et les sollicitations clients. Elle doit connaître un certain nombre d'outils sur l'outil informatique pour interroger en fait les problématiques clients, et pouvoir se connecter à un certain nombre d'environnements pour apporter une réponse ou corriger en fait un bug qui a été remonté. Voilà, donc là, elle doit se mettre en conformité pour exercer son travail. Régulièrement, il va falloir qu'elle se forme sur un certain nombre d'outils et de notions, comme par exemple la sécurité informatique, etc., etc. Et ça de manière récurrente.
Donc, on a automatiquement, vous voyez, là, c'est l'organisation on a tagué en fait Mathilde dans son organisation. Donc, on a vraiment identifié Mathilde comme appartenant à un certain niveau hiérarchique dans une organisation et occuper une certaine position qui fait qu'elle va pouvoir après dépendre d'un manager si besoin. Automatiquement, par le biais d'une règle dynamique, on va l'inviter à s'inscrire et à suivre la formation, une formation certifiante qui embarquera un certain nombre de cours. Donc voilà, concrètement, la formation va suivre, donc elle va suivre le programme. Donc, on va voir comment concevoir le programme directement avec les différents cours. On ne rentrera pas encore une fois dans le détail de la production du cours, hein, même si ça vous intéresse, on pourra prendre un petit peu de temps, mais ce n'est pas l'idée. Hein. Ensuite, on va mettre des règles dynamiques qui vont pouvoir, et même en concevant, en fait, quand on va concevoir la formation certifiante, on va mettre un certain nombre de jalons pour dire quand Mathilde elle va être embarquée sur ce programme certifiant, il va falloir qu'elle fasse ça en tout cas, elle a 2 semaines ou 3 semaines pour le faire. Et puis après, si elle dépasse ce délai-là, elle va être considérée comme en retard. Il y a un certain nombre de choses qui vont se passer, des messages qui vont partir par le biais des règles dynamiques, qui vont l'avertir qu'elle est en retard et qui vont également alerter son manager que Mathilde est en retard. Peut s'en suivre derrière un certain nombre d'interactions qu'on ne va pas forcément stipuler ici. Hein. Ça pourrait être un coup de téléphone, ça peut être du live. Hein. Le responsable de Mathilde qui se déplace et qui dit attention, c'est vraiment important que tu le fasses. Et ensuite, à la fin, on va pouvoir permettre à Mathilde d'obtenir un certificat et on verra comment ça se passe lors de la construction de ce programme certifiant, comment peut se passer la recertification de Mathilde. Voilà, donc l'idée, c'est de prendre ce cas pratique. Encore une fois, il y a plein d'autres fonctionnalités dans Moodle Workplace. Je me fais un focus que là-dessus, mais à certains moments, je vais vous montrer d'autres éléments. Et puis, si vous avez des questions en fin de session, il ne faudra pas hésiter à les poser. Il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent être faites, en tout cas notamment sur la construction des parcours pédagogiques. Donc, on ne peut pas, sur une demi-heure, tout voir de ce que propose Moodle Workplace, mais ça vous donnera une petite idée des différentes interactions qui peuvent être faites de manière automatique. Alors, je vais rentrer sur la démonstration maintenant. Je ne sais pas si… Je n'ai pas vu de questions-réponses actuellement, donc je pense qu'il n'y a pas vraiment de questions sur ce que j'ai présenté. Si ce n'est toujours pas le cas, je vais passer. Hein, sinon, n'hésitez pas à poser vos questions, encore une fois, sur le petit outil questions et réponses. Alors, pour me connecter, alors déjà, première chose, je vous ai parlé des entités. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'entité, elle va apparaître directement une fois dès qu'on essaye de se connecter en fait sur la plateforme. Donc là, vous voyez, alors là, on est sur Moodle Workplace, sur la page d'accueil la page de connexion de Moodle Workplace, et c'est la fenêtre, enfin c'est le logo innovation qui s'affiche. Je suis sur le même URL, hein, mais avec un autre utilisateur qui a été identifié comme appartenant à une autre entité, et on a la possibilité comme ça, directement avant connexion, d'identifier l'utilisateur et de le rattacher à la bonne entité, donc avec l'environnement graphique qui va bien. Alors, je vais me connecter avec alors, il existe différents dans Moodle Workplace. Je vais me connecter avec un utilisateur qui est manager dans une entité, donc dans l'entité Vitaresto. Mais on a bien évidemment des rôles au-dessus, hein, un rôle notamment qui gère l'ensemble des entités, qui va pouvoir chapeauter toutes les entités, en créer d'autres, nommer des administrateurs d'entités, etc., etc. Donc cet utilisateur-là, je lui ai donné des droits un peu particuliers. C'est-à-dire que normalement, le manager, il est plutôt là pour gérer la performance, mais pour que ce soit un peu plus fluide. Vous voyez, que je ne passe pas d'un navigateur à l'autre, que ce soit un peu trop lourd à présenter. Ce manager-là, je lui ai donné des droits supplémentaires. Donc, il a la possibilité, en plus, non seulement de gérer son équipe, hein, de visualiser toute la performance de son équipe, mais il a également la possibilité de créer des cours, de créer des programmes, de créer des certifications, de créer des règles dynamiques, de gérer des programmes. Alors, moi, je crois que je ne vais pas donner la capacité de gérer les programmes, mais voilà, donc je vais donner des droits supplémentaires. Alors, ça permet aussi de vous faire comprendre que avec Moodle Workplace, un utilisateur n'a pas un rôle figé et on peut très bien et facilement affecter des capacités de modification comme on souhaite en fonction vraiment des process qu'on a en interne. Alors, je me connecte. Bonne fois pour toutes à cet utilisateur. Voilà. Alors, cet utilisateur-là, qui est manager d'un certain nombre d'utilisateurs que vous voyez ici, donc il a une équipe, il gère une équipe avec un tableau de bord propre, quelqu'un qui est juste
employé, enfin qui ne gère pas d'utilisateur, n'aura pas cette vue-là, cette vue équipe. Hein, il tombera directement sur la partie apprentissage avec tous les parcours qu'il est censé suivre. Donc là, la première chose au niveau de l'ergonomie, on a quelque chose où l'utilisateur est embarqué directement sur un tableau de bord équipe ou directement les capsules pédagogiques, enfin les parcours pédagogiques auxquels il est rattaché. Il n'y a pas de fioriture de page d'accueil ou autre, hein, c'est directement l'utilisateur. On est là, on est sur un outil hein, qui peut d'ailleurs communiquer en externe, donc on pourrait très bien imaginer avoir cette information, ce côté un peu page d'accueil à l'extérieur de Moodle Workplace. Là, l'idée, c'est que l'utilisateur, quand il arrive, il tombe directement soit sur son équipe avec les alertes qui vont bien, soit directement sur son volet apprentissage avec tous les cours qu'il doit suivre. On a facilement la possibilité de rebondir d'un cours à l'autre, quel que soit l'endroit où on se situe sur la plateforme. Vous voyez, j'ai la progression des différents cours que je suis. Alors, ce qu'il faut retenir d'ailleurs de ça, c'est que même en tant que manager, je peux être dans la situation moi-même d'être en situation d'apprentissage. Hein. Donc, voilà, donc le manager n'est pas un utilisateur particulier. Il a également la nécessité de suivre un certain nombre de parcours. Alors, l'idée, c'est de… Vous voyez, on récupère, là, on a un petit bouton qui permet de récupérer les différentes fonctionnalités dont j'ai parlé précédemment, avec notamment la notion de règles dynamiques, la notion de cours, la notion de programme, la notion de certification, etc., etc. Alors, Mathilde, elle a été embarquée dans la plateforme automatiquement et rattachée à un poste qui dépend de deux arbres hiérarchiques, l'arbre hiérarchique de position et l'arbre hiérarchique d'organisation. Donc Mathilde, elle est technicienne en après-vente. Donc elle a ces deux casquettes-là, elle a un poste qui occupe ces deux éléments-là. Un utilisateur peut être embarqué sur plusieurs postes, hein. Donc c'est ce qu'on voit ici, là, Augustin Massio, là, Masio, je ne sais pas comment on peut le prononcer d'ailleurs. Il est technicien commercial et aussi support fonctionnel commercial. Il a les deux casquettes, à la fois fonctionnel et technicien. Donc on peut en fait cumuler les rôles comme ça. Ce qui est intéressant derrière, c'est qu'on va pouvoir automatiquement, par rapport à ce qu'on connaît de l'utilisateur, embarquer l'utilisateur sur un certain nombre de parcours. Mais avant de faire ça, il va falloir créer les parcours. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on a dit qu'en gros, Mathilde, il fallait qu'elle suive en fait un programme certifiant qui lui permette d'être rapidement en fonction avec, en tout cas, d'avoir un certain nombre de bagages, d'être formée sur un certain nombre d'éléments qui lui permettent d'être rapidement opérationnelle dans le métier qu'elle va exercer. Pour ça, on va tout simplement créer des cours. Alors, on va créer des cours parce qu'un programme est un enchaînement de cours. Alors, rapidement, je vais vous montrer à quoi peut correspondre un cours. Un cours, ça peut être quelque chose de très simple. Une vidéo à visualiser, du rapid learning, 5 minutes, des questions, même une vidéo interactive qui embarque elle-même les questions. Hein. Donc, en gros, un cours, ça peut être quelque chose de simple comme quelque chose d'un peu plus complexe, où on a des étapes à faire, une espèce d'élément où l'utilisateur va devoir répondre à un test de positionnement, et puis après, il va pouvoir se présenter sous forme de forum, effectuer un chat, visualiser des vidéos externes ou internes à l'entreprise. Il va pouvoir après directement, encore une fois, aller sur d'autres parcours. Il va pouvoir effectuer des opérations sur des glissés-déposés, des activités dynamiques. Donc, tout ça, on pourra le voir si vous voulez, si ça vous intéresse, sur la construction du cours lui-même, ce n'est pas l'objet. L'idée, c'est que vous compreniez que quand on crée un programme, à la base, il faut des cours et qu'un cours, ça peut être quelque chose de simple ou d'un peu plus complexe. Donc là, l'idée, c'est tout simplement de créer un programme pour que Mathilde, dès qu'elle est intégrée dans la structure, qu'elle soit embarquée sur ce programme-là. Donc là, je vais créer, vous voyez, il y a déjà des programmes qui existent. Hein, je vais créer un nouveau programme et je vais aller chercher. Je vais commencer par créer le programme technicien support. Hein, c'est ça qui nous intéresse. Alors, je pourrais tout simplement décrire ce programme, lui mettre une image, l'illustrer pour que ce soit un peu plus visuel sur le tableau de bord de l'utilisateur. Donc là, on ne va pas forcément le faire. J'enregistre et j'ai mon programme qui est créé. Alors, je rentre directement dans le programme et la première chose, ça va être de construire ce programme. Donc, on va pouvoir, comme ça, assez facilement, à partir des programmes, des cours qu'on a précédemment créés, hein, aller piocher soit des ensembles de cours, soit des cours. Alors, moi, je vais commencer par dire que on va faire un ensemble, elle va commencer par des cours autonomes. D'accord ? Donc, elle va d'abord commencer par aller faire un petit
éléments sur la partie administrative. Donc, vos droits et devoirs. Et puis, elle va également devoir faire allez, qu'est-ce qu'elle peut faire d'autre? Le CE de l'entreprise. Voilà, quelques éléments sur la partie administrative de l'entreprise. Ensuite, on va pouvoir lui mettre, par exemple, quelque chose qui va être en lien avec plutôt la bureautique, donc son poste de travail, en gros, comment les outils qu'elle a à gérer et espace de travail. D'accord. Je vais y arriver, espace de travail. Voilà. Avec donc une seconde étape et puis un troisième ensemble où elle va avoir la nécessité de se former sur la partie les outils informatiques. Voilà, les outils informatiques niveau 1, parce qu'elle n'a pas besoin d'être l'outil de gestion de tickets, communiquer auprès des clients, et puis le volet 1 de la sécurité informatique. Le volet 1 de la sécurité informatique. Voilà. Donc, tous les cours sont déjà créés. Hein, et j'insère. Alors, ça, c'est fonction support. Voilà. Donc là, j'ai mes différents. Donc, mon programme qui est composé de 2 cours hein, qui doivent être tous faits dans l'ordre. Donc, tout doit être fait dans l'ordre. Et puis, je peux très bien dire que finalement, la bureautique étape 1 et 2, en fait, elle a besoin que d'en faire un au moins en fonction des compétences qu'elle a. Et puis là, par contre, elle fait tout, mais dans n'importe quel ordre. Vous voyez, on va pouvoir comme ça concevoir le programme de cette manière-là. Donc là, j'ai mon programme qui a été créé. Je n'ai pas besoin en fait d'effectuer d'actions sur le reste, mais ça pourrait être un programme non certifiant, donc avec pas cette notion, dans lequel on n'a pas cette notion de récurrence. Là, ce qu'on a voulu faire, c'est que là, en gros, Mathilde, quand elle est embarquée sur le parcours, dès qu'elle a validé ce parcours-là, à date anniversaire, elle va se reformer. Donc là, j'ai conçu juste mon programme. Ce que je vais faire maintenant, c'est transformer ce programme en certificat, en certification, en programme certifiant. Donc, je vais maintenant aller sur la partie certification. Et je vais créer une nouvelle certification. Alors là, cette certification, je vais l'appeler pour le coup certification technicien support. Et c'est ce que va devoir suivre Mathilde. Et je vais aller chercher le programme sur lequel repose cette certification. D'accord? J'enregistre. Et j'ai du coup, encore une fois, je tombe maintenant cette fois-ci sur le paramétrage de cette certification. Là, je vais pouvoir déjà déterminer la première chose, c'est comment va être embarquée Mathilde et quelles vont être ses échéances. Donc là, je peux très bien dire qu'à partir du moment où elle est inscrite en fait finalement à la certification, elle aura 3 semaines ou 3 mois. Alors là, je vais peut-être mettre plutôt en semaines. On va dire qu'elle a 4 semaines ou 1 mois, on va dire, c'est peut-être plus simple. Hop, 1 mois pour effectuer, se mettre en conformité par rapport au métier qu'elle va exercer. Et je pourrais dire que la date d'expiration, donc c'est après achèvement, ça va être valable 1 an. Donc en gros, une fois qu'elle aura validé comment s'appelle ça, sa formation et qu'elle aura terminé son programme, elle aura la nécessité de se reformer d'ici 1 an. D'accord? Et donc là, on peut comme ça enregistrer déjà cette partie-là et on va pouvoir directement passer sur ce qu'on appelle les règles dynamiques. Donc là, on a notre programme qui met en place une certaine temporalité. L'utilisateur, dès qu'il va embarquer, il va avoir un certain nombre d'alertes. Il va avoir en fait en visu assez rapidement ce qui va se passer et les échéances à venir par rapport au programme auquel il va être attaché. Alors, comment on embarque les utilisateurs? On les embarque par le biais des règles dynamiques. Alors, on peut très bien les embarquer de manière globale, les utilisateurs, en utilisant les règles dynamiques qui rayonnent au niveau de la plateforme, ou on peut le faire au niveau de la certification, c'est le cas ici. Donc là, j'ai déjà des actions qui sont prédéterminées, à savoir qu'est-ce qui se passe si l'utilisateur est inscrit dans cette certification, qu'est-ce qui se passe s'il est en retard, qu'est-ce qui se passe s'il a le statut qui correspond à certifié, qu'est-ce qui se passe s'il est considéré comme expiré, qu'est-ce qui se passe quand il est en délai de grâce, etc., etc. Donc là, on le verra, le délai de grâce, il peut être mis en place directement sur la partie recertification. Là, on pourrait très bien dire qu'il y a ce volet recertification et que le programme n'est pas différent. Elle va devoir refaire, Mathilde, ce même programme et on va lui dire que c'est 1 mois avant la date d'expiration de cette certification qu'elle va commencer à être alertée. Voilà, j'enregistre cette partie-là.
Et donc, au niveau des règles dynamiques, je vais pouvoir commencer à dire déjà une première règle dynamique, lui dire qu'est-ce qui se passe quand elle est embarquée. Donc là, on pourrait commencer par dire qu'on la notifie, on lui souhaite la bienvenue. Donc là, j'ai quelque chose qui va dire, par exemple, pour commencer, voilà, et un petit message. Donc là, je fais juste un copier-coller de quelque chose qui correspond à ce que j'ai déjà tapé à côté. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, on a un message qui va être formaté sur lequel on peut mettre en place des champs personnalisés qui vont du coup permettre à l'utilisateur rapidement de voir à qui qu'est-ce qu'il doit faire, quels sont les éléments à faire. Donc là, le lien directement vers le programme. Et puis, on pourrait très bien cocher la case d'embarquer le responsable d'organisation ou responsable global, c'est les managers en gros, et d'informer du coup le manager, donc là en l'occurrence c'est moi, c'est la personne avec laquelle je me suis connecté, pour lui dire attention, cette personne est embarquée et voilà, elle suit cette formation. On a ce premier élément, quand l'utilisateur va être, quand Mathilde va être embarquée directement sur ce parcours-là, elle va suivre, elle va déjà recevoir ce petit message. Ensuite, on va pouvoir dire concrètement, qu'est-ce qui se passe quand l'utilisateur il est en retard. Là, on va directement aller sur le volet qu'est-ce qui se passe quand l'utilisateur est considéré comme en retard, et on pourrait très bien mettre en place une notification également qui dit attention, vous êtes en retard. Alors, hop, il y a une petite chose à faire. Hop, j'ajoute une notification qui va dire vous êtes en retard avec le message qui va bien. Et là, cette fois-ci, par contre, je vais bien mettre en copie le responsable global et le responsable d'organisation pour qu'ils soient au courant que cette personne-là est en retard et ça va produire un certain nombre de choses derrière. Et je pourrais très bien dire aussi, donc là, c'est les deux premières règles que j'ai créées, qu'est-ce qui se passe quand l'utilisateur est certifié. Donc là, je pourrais très bien aller directement fournir l'attestation, délivrer un certificat à Mathilde qui lui permettra derrière de justifier d'ailleurs d'une compétence en externe si besoin, si mon entreprise est reconnue par rapport aux formations que je délivre. Donc là, j'ai délivré un certificat et je vais chercher des certificats qui ont déjà été formatés sur la plateforme. J'enregistre. Et donc voilà, donc là, ce qui va se passer, c'est qu'en gros, on a une sorte de process ou de workflow où l'utilisateur, dès qu'il est embarqué sur cette certification, il y a un message qui part lui souhaitant la bienvenue et l'invitant à faire la certification. Dès qu'elle est en retard, on a un message d'alerte qui est également en copie de son manager. Et puis, on a des informations qui vont être envoyées dès que l'utilisateur a obtenu sa certification. On a également derrière la possibilité, encore une fois, quand elle est en période de recertification, de lui envoyer un message en lui disant « Attention, tu dois te recertifier sur cet élément-là ». Donc là, on pourrait avoir, encore une fois, une notification qui va être mise en place directement pour l'alerter, comme quoi elle doit se recertifier sur cette partie-là. Donc, vous voyez le fonctionnement. On a mis nos jalons par rapport au slide que je vous ai présenté. Mathilde qui va être embarquée directement sur ce parcours. Alors ça, on ne l'a pas encore fait, mais l'embarquement sur le parcours, ça va être fait par les règles dynamiques. Et là, j'ai tout simplement la possibilité de mettre une règle dynamique que je vais appeler embarquement, support. Alors, je veux dire qu'il n'y a pas de limite, en fait, on ne l'exécute pas qu'une seule fois, cette règle, elle va s'exécuter tout le temps, et je pourrais, en fait, dire qu'elle s'exécute une fois, que je vais vérifier une fois par jour, seulement s'il y a des utilisateurs qui répondent à cette règle. Ce n'est pas le cas, moi je veux que ça s'exécute tout le temps. Dès qu'un nouvel utilisateur est embarqué sur la plateforme et qui répond à la règle que je vais mettre en place, et directement, cette personne-là va être embarquée. Et là, je vais aller sélectionner dans l'organisation les utilisateurs. Alors, je n'ai pas la main sur les organisations. Alors, j'ai oublié de donner la main à mon manager de gérer les organisations, donc je n'ai pas la possibilité de visualiser les organisations, mais j'aurai la possibilité normalement de récupérer, là c'est un petit bug de ma part, désolé, j'aurai la possibilité de récupérer les organisations. Alors, je vais le faire directement comme ça. Alors, ça, ce n'est pas un truc que j'avais prévu, je suis désolé, c'est les joies du direct. Je vais directement donner la main à mon responsable, à
Patrice, je crois qu'il s'appelle, pour lui permettre de rajouter la structure organisationnelle qui est ici. Donc là, je suis sur la vue en fait administrateur global et je vais donner la main en fait le rôle donc on a dit Patrice. Donc le rôle sur Vita Resto qui lui permettra de gérer les organisations pour lui permettre d'avoir la vue de ce que je voulais faire. Patrice, donc ça c'est le manager avec lequel je suis connecté sur l'autre élément. Donc là je lui ai donné en fait des droits supplémentaires. Et normalement, si je ne dis pas de bêtises, oui, il a la structure organisationnelle. Et donc vous voyez là, je peux maintenant aller sélectionner dans mes règles dynamiques, sélectionner l'utilisateur qui appartient à l'organisation. Alors je sais que comment s'appelle Mathilde, elle appartient à l'organisation après-vente. Et donc, je peux même d'ailleurs inclure les sous-organisations si je le souhaite. Je pourrais déterminer à partir d'une date en fait, de début de poste, si c'était une inscription ponctuelle. Je clique sur enregistrer. Et vous voyez que là, directement, j'ai mon information comme quoi il y a un utilisateur qui est impacté par cette règle que j'ai mis en place. On voit que c'est Mathilde Damet. Et je pourrais directement, sur les actions, embarquer cet utilisateur sur la certification, donc attribuer l'utilisateur la certification technicien support, enregistrée. Si j'active, dès que je clique sur activer cette règle, il y a une tâche planifiée qui va tourner et Mathilde, la prochaine fois qu'elle va se connecter, elle aura du coup cette certification en place avec les variables que j'ai mis en termes de temporalité à disposition, à savoir, je crois, 1 mois après le fait qu'elle soit embarquée, la nécessité pour elle de se certifier. Et puis, une fois qu'elle est certifiée, cette certification sera valable 1 an. Et on aura comme ça, en tant que, encore une fois, manager, la possibilité de prévisualiser les différents rapports. Alors là, c'est sur les programmes, et de visualiser ce que font ce que font les utilisateurs, les employés, les collaborateurs de Patrice, manager, et de voir en fait quels sont ceux qui sont en difficulté ou en cours de complétion des différents rapports que l'on a créés, des différents programmes que l'on a créés. On a vraiment cette notion de automatisation de l'embarquement de l'utilisateur par rapport à ce qu'on connaît de lui, la structure organisationnelle, dans différents parcours qui peuvent être certifiants, et un certain nombre de règles dynamiques qui vont automatiser les actions. Ce qui fait que vous, une fois que vous avez mis vos règles en place, tout va en fait se faire automatiquement. C'est-à-dire que si, en plus, on a prévu de faire une synchronisation des utilisateurs par rapport à un SIRH, donc un logiciel externe, tout va être automatique. C'est-à-dire que vous aurez juste à vous assurer qu'au niveau de votre logiciel de SIRH, vous avez bien embarqué, mis en place vos collaborateurs dans la bonne case, et directement, tout va se faire automatiquement. Les utilisateurs vont être notifiés comme quoi ils ont été créés, ils vont être embarqués sur les différents parcours qui vont bien, et vous pourrez, vous, de toute façon, et de toute manière, à tout moment, donner manuellement, dire, tiens, ponctuellement, je veux donner la possibilité à un utilisateur de s'inscrire sur le programme technicien. Ce sera toujours vous aurez toujours la possibilité de le faire, directement sur la notion d'utilisateur, affecter des utilisateurs, et d'aller chercher les utilisateurs qui appartiennent à votre entité ou à votre équipe si vous gérez une équipe. Et là, pour le coup, vous aurez la possibilité d'embarquer les utilisateurs sur un programme spécifique sans forcément que ce soit automatisé. Alors, je ne sais pas si je suis désolé pour le petit couac par rapport à la structure organisationnelle, il me semblait l'avoir prévu, c'est une erreur. Mais sinon, j'espère que pour vous c'est clair, mais en gros, on a des entités, on compartimente les utilisateurs. Une fois qu'on est gérant d'une entité, c'est le cas de cet utilisateur, on va pouvoir avoir un rôle particulier, un niveau hiérarchique qui va permettre d'avoir la visibilité d'un certain nombre d'utilisateurs. Et en fonction des capacités qu'on a données à cet utilisateur, il va pouvoir derrière créer des programmes, embarquer son équipe dans différents parcours, créer des règles dynamiques qui vont nous permettre d'automatiser des actions sans forcément qu'ils soient obligatoirement présents dans le logiciel pour inscrire régulièrement les utilisateurs. La conclusion, c'est qu'en gros, cet outil Moodle Workplace va vous permettre facilement de créer des parcours et d'embarquer surtout automatiquement. C'est-à-dire qu'au niveau de l'ergonomie, on a quelque chose, on n'a pas obligé de rester derrière. Il y a des choses qui vont se déclencher en fonction du process qu'on a mis en place initialement. Et on pourra toujours, si on le souhaite, modifier ces informations si elles ont besoin de changer. Et surtout,
Tout ça peut d'ailleurs, alors ça n'existe pas là pour l'instant sur ma démo, mais encore une fois, je vous ai dit que quelque chose qui existe sur vos logiciels internes, bah, un utilisateur qui existe dans vos logiciels internes peut très bien être embarqué sur la plateforme, mais on peut très bien aussi imaginer l'inverse, ça veut dire qu'une fois qu'il s'est passé quelque chose côté utilisateur, eh bien, ces informations-là vont remonter sur un logiciel interne pour effectuer d'autres actions. Et pourquoi pas changer un statut sur la partie SIRH ou sur la partie gestion de formation interne, etc., etc. Vous voyez, on boucle complètement et on interagit directement avec les logiciels internes de la structure. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Alors, je ne suis pas allé dans le détail de pas mal de choses, hein, encore une fois, hein, mais on a vu la notion de cours, programme, certification, la notion de certificat, qui a obtenu le certificat, la notion de structure organisationnelle. Donc là, juste pour vous montrer, hein, sur la partie Vita Resto, qui est l'entité auquel appartient cet utilisateur, bah, j'ai créé tout simplement des organisations avec un arbre hiérarchique et des positions, et également avec un arbre hiérarchique, hein. Et j'ai affecté des postes, donc automatiquement, hein, ça c'est une synchronisation qui est effectuée. Et derrière, les choses tournent d'elles-mêmes. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ce que je vous ai présenté. Je peux aussi me reconnecter, du coup, maintenant que je suis connecté, je peux me connecter en tant qu'administrateur global pour vous montrer d'autres choses, si ça vous intéresse. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, il y a une première question. Est-il possible de donner accès à un catalogue en accès libre pour les salariés ou est-il forcément une validation managériale? Non, on peut très bien. Alors, ça, c'est un point qui graphiquement mérite d'être amélioré sur Moodle Workplace, mais en gros, vos utilisateurs, on peut imaginer un bouton en fait au-dessus, là, un petit bouton qui se situerait au-dessus, là, et qui permettra à un utilisateur d'accéder directement aux parcours qui sont proposés. Et là, vous allez tomber sur les différents cours, alors qui peuvent être triés. Là, moi, j'ai créé, vous voyez, on a tout simplement des thématiques, hein. Donc les différents cours qui existent sur la plateforme, qui sont propres à l'entité, hein. Là, comme je suis administrateur global, je vois toutes les entités. Mais si je prends le catalogue de cours de l'entité Vitaresto en tant qu'utilisateur Vitaresto, je ne verrai que les cours qui sont disponibles dans Vitaresto. Donc là, en l'occurrence, vous voyez, comment digitaliser sa formation, le cours identité Vitaresto. Après, j'ai la partie hygiène et sécurité avec les locaux, etc. Et donc, l'utilisateur peut potentiellement, vous pouvez donner la main à un utilisateur de voir qu'il y a ce cours qui existe et mettre un process comme quoi l'utilisateur va être inscrit, enfin, doit demander en tout cas l'inscription, ou vous pouvez également en fait ouvrir à la discrétion de l'utilisateur le parcours pédagogique, l'élément pédagogique, et auquel cas l'utilisateur va piocher son cours et là décider de s'inscrire directement. J'espère que j'ai répondu à la question. En gros, les deux sont possibles. Soit on impose un process de validation, soit on permet à l'utilisateur d'être autonome pour s'inscrire. Peut-on avoir deux processus différents, l'un des salariés en interne avec validation managériale et l'autre pour des partenaires externes en accès libre? Oui, tout à fait. Alors, oui, c'est possible, mais ça nécessite de dupliquer le cours parce que l'élément qui correspond, qui permet de dire que ce cours est ouvert ou non, est disponible en accès libre ou non, ça sera au niveau du cours. Donc, il faudra dupliquer le cours. Voilà. Et en dupliquant le cours, vous allez avoir ce qu'on appelle une méthode d'inscription qui va dire ce cours-là, il est en accès libre pour cette entité et celui-là, il est en accès privé ou en accès nécessitant une validation pour telle autre entité. Et on a bien deux cours différents. Alors, Workplace peut-il se connecter à d'autres outils d'entreprise type ERP pour les réservations en présentiel? Vous avez parlé au début avec un agenda électronique, par exemple. Complètement. Alors, je vais reprendre un rôle, si je me remets en tant qu'administrateur global sur une plateforme sur laquelle… Alors, juste pour montrer que les réservations présentielles, ça ressemble à ça. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir d'un seul coup un cours ou une activité qui va être de la réservation présentielle. Et ça ressemble à ça, en fait. C'est en fait, vous créez des sessions et l'utilisateur, alors tous les statuts sont terminés parce qu'on a passé les sessions, mais on peut créer des sessions avec des événements multiples, des événements qui se répètent, et l'utilisateur va être en mesure de réserver en fait sa session avec une capacité. Donc tout ça va
va générer des mails et générer en fait dans les mails qui sont générés, vous avez un point ICAL ou un point l'autre terminaison qui va permettre en fait de synchroniser déjà cet événement avec le calendrier d'un utilisateur, hein, d'un Outlook ou autre. Et vous pouvez, de toute manière, hein, c'est ce que je disais au début, synchroniser Workplace des deux côtés. Enfin, c'est-à-dire permettre à Workplace de récupérer de la data provenant de l'extérieur et également lui-même, en fonction de ce qu'on a décidé, de web service qu'on a mis en place, de remonter de l'information à des outils externes. On pourrait très bien imaginer synchroniser les utilisateurs via, par exemple, un logiciel d'SIRH et remonter des informations sur un ERP pour effectuer d'autres actions. Donc, les deux, on n'est d'ailleurs pas forcément obligé de synchroniser le même outil à chaque fois. J'espère que voilà, j'ai répondu pour à la partie synchronisation. Donc là, ça c'est la partie réservation présentielle qui peut être à n'importe quel niveau de la plateforme, soit en autonomie, soit directement embarqué sur une capsule de cours, donc plutôt sur du blended learning. Comment est géré le multilingue? Alors, le multilingue, vous avez en fait des balises qui vous permettent de… donc, vous avez des balises qui permettent de gérer en fait dans un cours la langue qui va être mise à disposition, donc en fonction de la langue de l'utilisateur. Après, si c'est dans le cours lui-même, de toute manière, vous allez être dans l'obligation en fait, de dupliquer votre capsule de cours pour la proposer dans la langue qui convient, parce que le contenu du cours, lui, n'est pas traduit. Donc, c'est vraiment, en fait, on a le multilingue sur la plateforme qui correspond en fait à la mise à disposition d'un ensemble de packages de langues. Il y en a plus que 90 dans Moodle Workplace, 90 langues différentes embarquées. Et puis après, dans la mise à disposition des capsules pédagogiques, c'est à vous de mettre à disposition la capsule dans la bonne langue. La solution est-elle accessible et respecte-t-elle la norme? Oui. Alors, on est sur la norme AA, en fait, de WCAG. Là, il faut se référer, en fait, Moodle Workplace dépend de Moodle. Donc, vous tapez justement WCAG Moodle sur Internet et vous allez tomber sur le listing, en fait, des fonctionnalités qui ont été déployées pour répondre. Et je crois que on est, en fait, donc le logiciel a eu la conformité je crois que c'est septembre ou novembre 2020. Voilà. Donc ça, Mathieu, vous pouvez vraiment faire taper sur Internet. Alors, ce sera en anglais, mais vous avez un récap des actions qui sont effectuées, parce qu'en fait, cette norme-là, c'est concrètement, hein, juste pour qu'on parle, vous puissiez vous rendre compte, mais en gros, c'est pas le fait qu'il y ait une automatisation d'action sur le logiciel qui vous permet d'avoir cette norme, c'est que vous avez en fait des fonctionnalités sur cet élément-là qui peuvent d'ailleurs ne pas être remplies par les utilisateurs qui gèrent cet aspect-là. Hein. Mais c'est vraiment votre action qui va permettre de répondre à cette norme-là. Mais les fonctionnalités existent sur la plateforme. Existe-t-il un lien vers des outils de classe virtuelle? Alors oui, Moodle Workplace, mais j'en ai pas parlé, mais en fait, en gros, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez greffer des plugins supplémentaires. Donc, par plugins supplémentaires, j'entends des plugins qui vont, par exemple, vous fournir des rapports différents ou des méthodes d'inscription différentes ou permettre de vendre certaines prestations, des plugins qui vont vous permettre d'automatiser un certain nombre d'actions ou des plugins qui vont vous permettre de proposer de la classe virtuelle. Et alors, si c'est le cas, effectivement, il y a différents plugins. Il y a Teams, il y a Zoom, il y a un plugin qui existe sur Zoom, il y a Google Meet, je crois, qui existe sur Moodle Workplace. Enfin, je crois, je suis certain. Il y a Big Blue Button. Oui. Quelqu'un est allé plus vite que moi. Hein. Big Blue Button, qui est comment s'appelle qui est le partenaire en fait, hein, le partenaire classe virtuelle de Moodle. Donc, effectivement, Big Blue Button étant à mettre un peu plus en avant que le reste. Et on a également Classilio. Voilà, il y a plein. On a GoToWebinar, je crois aussi. Donc, il y a plein de classes virtuelles qui peuvent être greffées avec des fonctionnalités plus ou moins importantes. C'est-à-dire qu'il y a des fois, c'est juste en fait, on donne la capacité d'avoir le lien qui s'affiche. Et il y en a d'autres, c'est notamment le cas de Big Blue Button, qui permet d'avoir, pour le coup, la gestion de qui a les droits de faire quoi sur cet aspect. Alors,
Sur la partie est-on libre sur l'installation des plugins admin en général, alors le Moodle Workplace fonctionne comme mode SaaS. J'aurais peut-être dû commencer par ça, mais ça veut dire qu'en gros, vous ne pouvez pas vous récupérer Moodle Workplace et l'installer sur vos propres serveurs. Il faudra forcément faire appel à un partenaire d'un certain niveau, en l'occurrence un partenaire premium, pour bénéficier de cette solution. Alors, après, ça dépend du partenaire. Nous, dans notre process, en fait, on ne vous donne pas la possibilité d'installer les plugins, parce que comme on est garant en fait, de la sécurité de votre plateforme, il faut forcément qu'on ait l'assurance que ce qui est installé, on le maîtrise. Donc, on ne vous donne pas la main. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas installer de plugins. Alors après, nous, on a une politique d'installation de plugins qui est particulière. C'est qu'en gros, on va dire… alors, il y a aussi autre chose qu'il faut comprendre dans Moodle Workplace, c'est que cette plateforme, elle se met à jour automatiquement. Il n'y a pas de version. C'est-à-dire que vous n'avez pas, en fait, comme Moodle, où on prend une version, ou d'ailleurs comme n'importe quel autre logiciel, ou même d'ailleurs Windows. Il y a un moment, on est sur Windows 10, et puis quand Windows 11 arrive, il faut faire cette mise à jour. Cette mise à jour, elle est soit gratuite parce qu'on a la possibilité de le faire, soit il faut la payer. C'était le cas avant, c'est moins le cas maintenant. Mais c'est à peu près la même chose sur Moodle classique, c'est que vous allez arrêter une version, dire je veux la version 3.9. Si vous voulez sauter de version, ça va vous coûter de l'argent. Il va falloir en fait vérifier que les plugins sont compatibles, ça va être un peu plus complexe, etc. Dans Moodle Workplace, on n'a pas ça. L'inconvénient, donc on n'a pas cette notion de versionning, on met à jour tout le temps. L'inconvénient, c'est que il va falloir être vigilant sur ce qu'on installe. Parce qu'on ne peut pas installer un plugin qui est potentiellement pas bien ou pas assez rapidement mis à jour quand on saute une version. Donc nous on a ce conseil-là, c'est quand vous arrivez avec un plugin, on va dire attention, là, de ce qu'on connaît du plugin, de ce qu'on voit de son utilisation, on sait qu'il ne va pas être mis à jour, donc il va y avoir un delta d'action qui va être quand même assez important. Donc là, si le plugin est mis à jour un mois après l'upgrade de Moodle, ça ne posera pas de problème. Si on voit c'est toujours un an après, là, ce n'est pas possible parce qu'au niveau de la sécurité, on sera sur un fonctionnement qui n'est pas bon. À côté de ça, on a aussi, on peut vous refuser l'installation des plugins, mais là, c'est plus nous, hébergeurs, innovation, ce n'est pas forcément Moodle Workplace ou Moodle, c'est notre principe. On refuse les plugins qui ne répondent pas aux obligations légales RGPD, si vous êtes une structure qui est européenne. Et le deuxième point, c'est qu'on refuse en fait les plugins qui sont au niveau de la sécurité pas en place, quoi. Donc là, on a deux possibilités. Soit on refuse catégoriquement, soit on vous propose de mettre à jour. Et ça coûtera un peu d'argent pour le mettre à jour, mais on a ce fonctionnement-là. Alors, il y a eu une discussion aussi, je l'ai oublié, c'est Bénédicte, je crois. Pourriez-vous présenter rapidement le périmètre de fonctionnalité sur la partie gestion administrative des sessions de formation? Alors, est-ce que vous pouvez préciser session de formation et gestion administrative? Est-ce que vous entendez par est-ce qu'il y a la partie Calliope ou est-ce que c'est gestion des sessions de formation dans le sens session de formation présentielle comme je vous montre là, les ateliers pratiques? Alors, Bénédicte, ce que je vous propose, c'est vous pouvez très bien nous contacter directement. Je vais d'ailleurs donner là, parce que il est midi. Voilà, vous voyez là, là, vous avez en fait le téléphone, l'email. N'hésitez pas en fait à nous contacter si vous avez envie d'avoir des besoins particuliers et envie d'avoir une démo plus poussée sur des problématiques spécifiques. N'hésitez pas à nous, là vous nous sollicitez et on prévoit un créneau sur courant de semaine et on fait en fait, on fera cette démo spécifiquement pour vous. Il n'y a pas de souci. Alors le lien session présentielle et distancielle notamment. Ah oui, d'accord. Alors, là, c'est plutôt effectivement un plugin qui s'appelle Session présentielle. Alors, si vous connaissiez Moodle, en fait, c'est une activité qui s'appelle Face to Face, qui a été intégrée nativement sur la plateforme Moodle. Donc là, encore une fois, je ne l'ai pas montré, mais ce qu'il faut comprendre, c'est quand on est sur Moodle Workplace, quand on est dans un cours, on peut à tout moment, vous voyez là, mode édition, et sur un parcours, dans un cours, rajouter déjà de la classe virtuelle, vous voyez, et puis on pourrait très bien potentiellement mettre des sessions présentielles ou des sessions présentielles de classe virtuelle. Là, ça
ça montre en fait qu'un utilisateur sur ce parcours-là, tous les utilisateurs qui sont inscrits ici vont être inscrits à cette classe virtuelle. Et on pourrait très bien, donc j'ai activé le mode édition, rajouter une activité supplémentaire qui est l'activité qui s'appelle événement présentiel et dire que voilà, on a un événement session webinaire par exemple, qui pour le coup n'est pas forcément obligatoire pour tous et qui va être limité en termes de sessions disponibles. D'accord ? Donc là, je pourrais très bien enregistrer et afficher, et je tombe sur l'édition, je vais tomber sur l'édition l'ajout des événements. Donc là, j'ai la possibilité d'ajouter autant d'événements que je le veux, avec une date, une heure. Donc là, je pourrais très bien dire que le 6 avril, j'ai de 10 à 11 le webinaire, et que par contre, je vais réduire la capacité à 20 personnes parce que ma session présentielle, enfin ma session classe virtuelle ne me permet pas d'accueillir plus de 20 personnes, ou que la classe ou la salle dans laquelle je vais accueillir cette session présentielle ne veut pas accueillir plus de 20 personnes. Je peux décrire les éléments. Vous voyez que je peux rajouter des champs personnalisés. Donc là, on pourrait très bien imaginer sur le champ personnalisé, dire si c'est un type de session présentielle ou distancielle. Donc là, je pourrais vous le montrer. Encore une fois, ça, je pense que Bénédicte, ce sera peut-être mieux qu'on se fasse une démo propre, parce que à construire, vous allez voir, j'ai des choses à mettre en place avant de vous montrer ça. Et en gros, voilà, j'ai créé une session. Alors, je peux en créer d'autres. Hein, je peux même, d'ailleurs, si j'ai des événements qui se répètent, je peux très bien, vous voyez, créer des subdivisions avec une répétition donc tous les jours ou tous les 15 jours, avec, etc., etc. Donc, je peux comme ça, en fait, créer un certain nombre de sessions. Et ce qu'il faut comprendre derrière, c'est qu'on a des notifications qui vont pouvoir être envoyées directement à l'utilisateur, notifications qui sont de différentes sortes. Donc, le message de confirmation, par exemple. Donc là, un utilisateur qui réserve, s'il n'y a pas de validation de quelqu'un, il va directement récupérer un message. Alors, le message, il est un peu moche, là, je suis désolé, c'est moi qui ai dû faire une erreur, mais on a un message qui va pouvoir être mis en place. Je vais trop loin. Enfin, voilà, vous avez les messages de rappel. Donc, vous pouvez déterminer la date de jour d'envoi du rappel. Le message sur liste d'attente, dès que l'utilisateur s'il s'inscrit à partir de la 21e personne, et le message d'annulation si besoin. Voilà. Et alors tout ça, après, on a des rapports, en fait, hein, des rapports qui peuvent être générés par le biais de ces éléments-là. Voilà. Non, Face-to-Face, ce n'est pas installé nativement hein, sur la partie Moodle. C'est un plugin additionnel. Et enfin, nous, on l'installe sur les dernières versions sans aucun problème. Alors, sur la version 3.10, il n'y a aucun problème. Alors vraiment, pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas, on peut très bien faire des visios plus précises, d'aller plus dans le détail des points qui vous intéressent. Et là, moi, je vais corriger de manière globale cette partie-là, parce que c'est moi qui ai fait une bêtise, j'ai fait une traduction qui n'était pas bonne, et j'ai oublié les sauts de ligne, c'est ma faute. Hop, voilà, et je vais aller m'occuper derrière de ça. Et si vous n'avez pas d'autres questions, je vous souhaite bon appétit. J'espère que ça vous a été bénéfique. N'hésitez pas, encore une fois, hein, à nous ressolliciter derrière. Je remets la partie information contact. Et c'est avec plaisir qu'on fera une démo un peu plus poussée et spécifique à vos attentes. Bonne journée à tous.